et à tous. Le BDA a célébré dimanche dernier, 1er août, bien sûr, son accession à la souveraineté nationale et internationale. On parle des 61 ans d'indépendance du Bénin. Les manifestations sont déroulées dans la sobriété à cause, bien sûr, de la pandémie liée au Covid-19. Et justement, à l'occasion, le chef de l'État a adressé à la nation donc, un discours. Nous avons revu sur cette émission. Au cours de cette émission, j'allais dire, sur donc, bien, quelques préoccupations ou priorités du chef de l'État dans son discours. Le discours a été aussi décrypté au cours de la semaine par le porte-parole du gouvernement qui était face aux hommes des médias. Mardi dernier, le porte-parole du gouvernement qui, en dehors du point hebdomadaire, fait à la presse du Conseil des ministres, eh bien, a donc son style et sa démarche communicationnelle que nous allons certainement apprécier également au cours de cette émission. D'autres sujets évoqués par le freelance Humpedi au cours de sa sortie aussi sont au but de cette émission, la libération des espaces publics et surtout les congés des membres du gouvernement qui sont en congé depuis le 2 août. Les membres du gouvernement vont reprendre le 23 août. Le menu de cette émission, donc, le discours de l'État est sorti du porte-parole du gouvernement et surtout les sujets spécifiques liés donc à la libération des espaces publics et puis au congé du gouvernement. Voilà donc le menu de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre si vous êtes sur la 102.3 Diaspora FM, c'est tous les vendredis à 18h. Et si vous êtes avec nous sur une télévision, oui, c'est vendredi à partir de 21h en nouvelle diffusion, les lundis à partir de 17h15. Ça, c'est le forum des rédactions aujourd'hui. Deux confrères journalistes pour faire le débat comme d'habitude ici à ma droite. Ici à Kakochoni, des publications du quotidien. La Steam de l'info, ici à Cap, bonjour. Oui, bonjour, Colin Issé. Bonjour, cher confrère qui est en face de moi, Marouf Fabiola. Marouf Boussari. Voilà. Bonjour, cher téléspectateurs également, j'allais dire. Voilà. Alors, Marouf Boussari, bonjour. Bonjour à vous, Corneille Aïssé. Bonjour le plateau, bonjour, chers téléspectateurs. Alors, Marouf Boussari, notre confrère Marouf Boussari, qui nous a rejoint donc, dans l'équipe du forum de la rédaction. Bienvenue à vous, Marouf Boussari. C'est avec plaisir que je rejoins cette équipe, cette formidable équipe que vous conduisez de main de maître. Merci pour les compliments. Oui, toujours, j'ai l'habitude de vous suivre et je vois que vous avez souvent des gens. J'espère être à la hauteur. Bon, puisqu'on y est déjà, alors, on va laisser donc les auditeurs, les téléspectateurs juger juste la fin de l'émission. Alors, on va commencer donc avec le discours du chef de l'État à l'occasion de la célébration du 1er août. Oui, c'est vrai que ça a été un peu plus sobre, comme l'année dernière d'ailleurs. Voilà, comme l'année dernière, ça a été un peu plus sobre. Mais avant donc d'entrer dans le vif du débat, je préfère qu'on passe cette virgule. Voilà. Mes chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale, commémorative de notre indépendance, nous donne chaque fois l'occasion de célébrer ce que nous sommes. Un pays souverain, un peuple fier et responsable, une nation qui enfin se réalise et construit pas à pas mais résolument son développement. Une nation qui s'impose de la discipline et qui progresse. Une nation qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale, qui peut parler d'une voix forte, sans complexe, mais sans prétention aucune. Si nous y arrivons, c'est bien parce que nous avons enfin compris qu'il ne faut pas se contenter d'être seulement politiquement indépendant, mais qu'il faut surtout travailler, encore et encore, pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres, afin d'être véritablement indépendant. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire pour renforcer nos capacités, afin qu'aucune preuve ne nous submerge. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Or, réaliser requiert de la volonté, de l'effort, de la détermination et parfois du temps. Mes chers compatriotes, bâtir une nation moderne qui offre les mêmes chances de réussite à tous passe aussi par des actions volontaristes en faveur de certaines couches de la société. À cet égard, mon gouvernement a montré sa détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles. C'est le sens de la mise en place de l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Béninoises, Béninois, un autre levier de développement qui nécessite une action hardie
c'est l'éducation et la formation de nos enfants. À cet effet, nous avons déjà initié des réformes pour leur garantir une bonne formation adaptée à nos besoins. Cela ne saurait se faire sans la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi les mesures que nous avons prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme seront maintenues et renforcées. Ces fléaux, nous le savons, troublent la quiétude des nations et compromettent leur développement. Enfants du Bénin, notre foi, notre patrie, notre volonté de la voir de plus en plus forte et respectée commande de conjuguer nos efforts. Nous savons qu'ensemble, nous avons toujours été plus forts face aux défis. Je ne doute donc pas que chacun de vous restera disponible et engagé pour notre indépendance effective. C'est de même que je veux pouvoir compter sur ceux de nos concitoyens qui ont perdu leur liberté et qui vont bénéficier de la mesure de grâce que je leur accorde, conformément aux lois de la République, parce qu'ils en remplissent les conditions. À l'instant, le chef de l'État, Patrice Talon, qui est en dehors donc des avancées notées au niveau donc de ses actions à la tête du gouvernement, oui, demande à tous de travailler pour notre indépendance effective. On ne doit pas se contenter seulement de l'indépendance politique ou institutionnelle, mais il faut aller donc à une indépendance effective. Il a illustré par la dépendance, par exemple, de l'Afrique et d'autres pays du monde dans cette affaire de pandémie de Covid-19 où nous dépendons carrément des autres. Alors, le président Patrice Talon a été clair. Après 61 ans, on n'est peut-être pas encore indépendant. Oui. Ou c'est relatif? Je pense que le chef de l'État a touché à droit ce qui se passe en Afrique. Parce que chaque fois on crie indépendance, l'Afrique est indépendante. Dans tous les pays africains, c'est l'indépendance. Chaque pays a sa date de célébration. Au moins, Patrice Talon a compris que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Voilà la spécificité de ce chef de l'État. Je reviendrai sur beaucoup d'aspects de son courage quand même de... Oui, le courage de pouvoir le dire. Et le jour que le fou se rend compte qu'il est fou, sa folie est terminée. Au moins, lui, il a compris que nous ne sommes pas totalement indépendants. Ça veut dire quoi? Sa lutte sera comment faire pour que le Bénin soit réellement indépendant. Beaucoup de chefs d'État n'ont pas compris. On dit faire de l'indépendance, c'est terminé. On se lève chaque 27 ou bien ça dépend de chaque pays. On crie c'est l'indépendance, c'est l'indépendance. Au moins, il a été honnête, franc, de savoir que le Bénin n'est pas encore indépendant. Et sur tous les plans. Pour notre indépendance effective. Et c'est sur tous les plans. Lorsque vous voyez tel dans le discours, même il a dit, le système éducatif, comment nous fonctionnons aujourd'hui là. Le système que nous utilisons aujourd'hui, il a dit, les gens l'ont dénoncé, qu'il a dit c'est du verbiage, c'est babadage, c'est réel. On nous forme pendant des années pour aller rester à la maison encore. Chômage ambiant. Je pense que le chef de l'État a bien su et de savoir que le Bénin n'est pas totalement indépendant et qu'il faut travailler. Et le travail a commencé par le décryptage même de son discours à travers la femme. La femme est un instrument. Oui, mais sur la question d'abord de l'indépendance, Marouf Boussari. Oui, je pense qu'il nous invite à travailler, à conjuguer nos efforts pour véritablement y arriver. Je pense que je vais prendre cet aspect de son discours qui nous invite à prendre à nous-mêmes nous forger, à pouvoir être véritablement indépendants. Il dit de laisser, de ne pas penser seulement à l'indépendance politique et à se concentrer sur le développement en général. C'est-à-dire, nous, chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir jouer sa partition pour pouvoir faire un peu plus qu'avant, pour pouvoir se révéler lui-même et accompagner le développement de l'État. Vous voyez, et il le dit, et il donne les marques, parce que depuis son arrivée en 2016, c'est vrai, il faut reconnaître l'humilité du chef de l'État qui a quand même fait le parcours, il a détaillé, il ne s'est pas focalisé sur son temps, le temps qu'il a passé au pouvoir pour le moment. Il lui reste encore ce mandat qui vient d'entamer, mais qui a reconnu aussi ce qui a été fait.
Mais de vous à moi, reconnaissons quand même que depuis 2016, il y a un grand pas qui a été fait dans la stratégie, dans la gouvernance, dans la méthode, la gestion du pays. Vous voyez un peu, tout est fait à imprimer une marque au Bénin, à repositionner le Bénin sur le plan international, à donner, pour qu'on puisse être fier de notre pays, tout ce qui se fait, notamment dans le domaine de la corruption, la lutte contre la corruption, vous voyez ce qui se fait, l'assainissement des finances publiques. Mais en attendant, oui. Le chef d'État dit quelque part, oui, on ne doit pas, faut pas qu'on se contente, je vais paraphraser un peu, de l'indépendance politique. Mais est-ce que sur cette question, seule l'indépendance politique, le chef d'État a été vraiment franc? Est-ce que nous avons vraiment une indépendance politique aussi sur le plan politique? Oui, si nous voulons être honnêtes, je peux dire que nous ne sommes pas totalement indépendants politiques. Nous sommes en train de dire là même, nous ne sommes pas politiquement indépendants. Pourquoi ils sont en train de le dire? Et vous n'êtes pas sans savoir que le système africain est focalisé sur le système extérieur. Lorsque vous prenez le Bénin aujourd'hui, tel que les institutions sont au niveau de, comment on appelle les pays colonisés, c'est le même système que nous suivons. Et les chefs d'État, nous savons comment ils sont élus. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quelqu'un a fait 8 ans au pouvoir, oui, en prison. Et c'est après 8 ans, bien 10 ans, qu'on dit qu'il est blanc. Parce qu'il est arrivé à un moment où il a commencé par faire la tête. Donc, lorsqu'on parle de l'indépendance politique, moi, je ne suis pas sûr qu'un pays africain même est aussi indépendant politique. Nous sommes toujours dépendants sur le plan éducatif, sur le plan politique, sur le plan économique même. Notre système de s'habiller, nous sommes indépendants et nous sommes dépendants des autres. Lorsqu'on me parle de l'indépendance politique, je conçois ça mal. L'Afrique n'est pas indépendante. Pas du tout. Nous sommes toujours dépendants de quelqu'un. Et c'est la lutte que les chefs de l'État sont en train de mener en disant qu'il faut qu'on quitte ce système de dépendance. Il y a toujours cette dépendance, mais nous travaillons à être indépendants. Et le travail doit se remarquer par nos faits et gestes, par nos actions que nous menons. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la ligne tracée par le chef de l'État qui conduit avec, je dirais, de main de maître le pays avec, et vous voyez la lutte contre la corruption, je reviens là-dessus, l'assainissement des finances publiques et autres, pour que chacun puisse en son sein savoir que lui a le devoir de travailler pour la patrie. Et lorsqu'il travaille pour la patrie, et lorsqu'il n'y a plus la corruption, les fonds et autres qui seront rassemblés pourront permettre à développer le pays, à construire des infrastructures routières et autres. Donc je pense qu'il nous invite, nous tous, à conjuguer nos efforts pour cette indépendance. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais il a dit également dans son discours... On ne fera pas l'indépendance avec... Des cadres qui vont voler les caisses de l'État. Exactement, exactement. Oui, mais il a dit dans son discours, le chemin qui nous reste à faire est moins long que ce que nous avons déjà perdu. C'est-à-dire que nous sommes sur la lancée. Nous avons commencé déjà quelque chose. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons commencé quoi concrètement? Nous avons commencé sur la question de l'indépendance politique. On a commencé quoi concrètement? La bonne gouvernance. Quand on sait que derrière il y a la pression de ces puissances, de ces pays colonisateurs, qui toujours parfois tentent donc de... Oui. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans les autres pays? Est-ce que c'est ça que vous voyez au Bénin? Regardez comment le chef de l'État discute avec aisance sur les projets de développement. Regardez son entretien, par exemple, avec nos confrères de RFI, quand ils étaient venus au Bénin. Et nos confrères, n'ayant pas compris certaines choses, ont parlé que le chef de l'État veut faire la gouvernance d'abord, avant le développement, ou bien avant la démocratie. Et il a dit erreur. Non, ce n'est pas ça, lui, il a dit. Il a dit la bonne gouvernance. Il a dit... la démocratie, en dehors de la démocratie, les libertés que nous applaudissons, nous devons ajouter la bonne gouvernance. Et cette indépendance, ne rentrera jamais, ne dira jamais les coulisses. Et cette indépendance des rapports. Les vrais rapports au plan diplomatique, non, ça ne se fera pas. Est-ce que tout ne se joue pas à ce niveau-là? Non. Les pays africains, est-ce que tout ne se joue pas à ce niveau-là? Oui, tout se joue à ce niveau, mais est-ce que vous-même, de vous à moi, lorsque, depuis 2016, est-ce que vous ne voyez pas que le Bénin se porte mieux? Le président est repositionné sur le plan international. Est-ce que c'est ce qui se constate sur les autres pays africains où nous voyons la gestion, nous voyons des mains invisibles? Bon, nous sentons, nous apprécions de diverses manières des mains invisibles, comme on a l'habitude de le dire. Est-ce que vous le constatez encore au Bénin? Est-ce que vous le constatez au Bénin? Vous voyez comment ça se gère sur tous les plans? On ne veut pas dire
qu'on n'a pas besoin d'une aide. On ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un soutien. On ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à des expertises tant qu'on en a besoin dans le pays. Mais on veut dire qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons capables de faire quelque chose. Très bien. Alors, et comme le chef de l'État le dit d'ailleurs, qui demande à travailler pour notre effective indépendance, je le précise encore, est-ce que nous y sommes réellement? Je pense qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et si vous constatez, depuis 2007, tel qu'il a dit, les pays n'ont commencé réellement par travailler. Ils travaillent, ils sont dans la même dynamique. Vous parlez de la question de la monnaie, par exemple, bon, au niveau de la monnaie, qui est encore complexe, notre débat complexe. Oui. Mais lorsque vous prenez les Béninois, pas individu, chacun travaille. Parce que vous vous réveillez, ce n'est pas comme dans un passé lointain ou récent où on peut aller s'aligner devant un député pour partager des enveloppes. Aujourd'hui, les jeunes vont travailler. Il y a des étudiantes qui ont fini, qui n'ont rien trouvé, qui sont allés pour apprendre. Or, dans un passé récent, ce n'est pas le cas. On entend les députés du village, on entend le ministre qui va donner l'enveloppe. Si vous constatez, vous faites un peu d'observation, vous allez constater que chacun a commencé par travailler. Il y avait le système de Gaiman que les jeunes avaient pris comme cybercriminalité, que les jeunes avaient pris comme une activité. Vous allez constater aujourd'hui que le système n'est plus développé. Le système est pratiquement fini. Et une étude a démontré que le Bénin fait partie quand même des pays où la cybercriminalité est en train d'être bannie de la société. C'est pour dire quoi? Que le Bénin, à travers le système qui est mis en place, on constate que nous sommes véritablement sur la voie du développement. Mais il y a toujours des problèmes. Lorsqu'on me parle de l'indépendance politique, je reviens de confrère Marouf Abiola l'a dit, nous ne sommes pas totalement indépendants sur le plan politique. Même sur le plan économique, à aucun endroit, nous ne sommes pas indépendants. Mais avec le système actuel, je pense que si celui qui viendra peut suivre le même rythme, je pense que nous aurons vraiment... pas voir. Qu'est-ce que le système actuel apporte de si rassurant pour qu'on ait cette indépendance de façon plus... On va au niveau de l'éducation d'abord. On va au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, le gouvernement est contre le système que vous avez fait, que moi j'ai fait. Donc, on reste à la maison. C'est pour cela qu'il a dit sur le plan d'éducation, on va prioriser la formation professionnelle, la formation technique. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas le bishing que vous avez fait là. Les citations de, comment on appelle, Socrate, les citations que vous avez fait là, ce n'est pas le même système que le gouvernement prône aujourd'hui. Le gouvernement prône à ce que lorsque vous finissez votre étude, quelle que soit la formation suivie, vous devez pouvoir vous nourrir vous-même. Contrairement à ce que nous avons fait. Oui, la société va vous utiliser par rapport à ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, le Bénin regorge des chômeurs, parce qu'ils ont fait un système où c'est la bureaucratie. Vous finissez, les gens font l'agronomie, les gens font l'AMS, lycée agricole de Sékou, et ils finissent d'attendre qu'on les recrute dans les bureaux. Non, vous êtes sur une formation pour aller au niveau de la terre, vous devez aller là, et c'est ça le gouvernement prône. C'est ça qui prouve que d'ici quelques années, nous serons effectivement indépendants. Sinon, dans un passé, on vous forme et vous finissez, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait, vous devenez encore une charge pour les parents. D'où si le chef de l'État dit que nous ne sommes pas indépendants, je suis d'accord, et qu'il est en train de lutter pour qu'on soit effectivement dépendant, et qu'on soit effectivement indépendant, je pense que nous allons suivre les rythmes là, et nous allons suivre son système de gouvernance là. Alors, si vous me permettez d'ajouter, au-delà même de l'éducation, regardez par exemple la santé, où les médecins étaient obligés de choisir entre le secteur privé et le secteur public. Regardez l'assainissement dans ce secteur. Ça permet une efficacité, un rendement. Ça permet à ne plus avoir des malades qui vont mourir. La grève, les grèves intempestives, où l'école est laissée, où les hôpitaux sont laissés. Parfois, nous ne sommes pas confrontés avec des vraies questions de dépendance ou d'indépendance. Non, mais le problème, c'est que lorsque chacun va prendre son travail au sérieux, lorsque chacun sera rigoureux dans ce qu'il fait, lorsque la dynamique mise en place par le... Voilà que ce que vous faites parfois vous est recommandé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Recommander comment? Je vous dis, lorsque chacun va prendre son travail au sérieux, lorsque chacun va se mettre dans la dynamique. Comme votre ligne directeur, les lignes de développement, les orientations. Oui, je pense qu'il y aura développement. Les politiques publiques sont parfois orientées d'ailleurs. Oui, je pense que si chacun travaille dans le sens là, dans le sens à
à apporter un plus à la gestion de l'État. Dans la dynamique déjà mise en place par le chef de l'État, je pense qu'il y aura développement. Vous savez, ce qui gangrène beaucoup de pays, c'est la corruption, l'impunité. Et depuis 2016, vous voyez ce qui se fait dans la lutte contre la corruption. Même les gens, les partisans, aux premières heures de Patrice Talon, ceux qui étaient avec lui aux premières heures, je pense lorsque ça fait mal, lorsque ils font mal, vous voyez là où on les amène. Regardez par exemple la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, bientôt 3 ans, en août 2018. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez, si ça effraie pas le Béninois. Ça effraie le Béninois. Ça effraie le Béninois. Sinon, ça effraie le Béninois. Sinon, on n'allait pas assister à Natgate. On n'allait pas me dire que si ça effraie vraiment ces 4 Béninois. Et peut-être qu'il y a encore d'autres dossiers encore. Parce que oui, la Natgate, c'est purement sous la rupture. Mais pourtant, il y a eu beaucoup d'actions, oui. On connaît la franchise du chef d'État dans ce domaine et sa volonté ferme à lutter contre l'impunité. Mais au niveau de la base, quand je dis la base, ce n'est pas forcément politique, mais du cadre béninois, mais le message ne passe pas encore. Ça passe. Sinon, les gens ne vont pas se vanir à la criette. Ça passe. Et même aujourd'hui, écoutez, soyons clairs. Et même aujourd'hui, les gens ont peur de toucher à la chose publique. Les gens ont peur. Les gens disent, attention, il y a Baïmon. Donc, les gens ont peur de toucher à la chose publique parce que le système mis en place vous empêche de véritablement détourner. Vous parlez du Anad Gate. Anad Gate, c'est parce que vous parlez du Anad Gate. Il y a eu, vous savez, là, c'est une structure qui gère l'argent directement. Mais ça n'entre pas dans le contexte. Le côté qu'il faut voir, c'est la manière dont le chef de l'État et le gouvernement a géré de façon efficiente et de façon très rapide cette affaire. Vous voyez comment c'est vite allé. Rapidement, on a détecté le faux. Rapidement, les listes ont été publiées. Rapidement, les gens ont été poursuivis. Rapidement, les gens ont été mis en prison. Et l'impunité, quand nous allons faire le débat sur la corruption et l'impunité, on va en parler. Oui. On revient maintenant dans le discours du chef de l'État. Alors, donc, toutes les questions liées à une véritable indépendance et autres, c'est passé. Alors, on revient sur les avancées notées dans sa gestion. Le chef de l'État en a parlé. Voilà, donc les questions de promotion de la femme, les questions d'éducation, la gouvernance locale, questions de terrorisme, sécurité, voilà, donc... Est-ce que le chef de l'État, très attendu par ce discours, a-t-il vraiment comblé les attentes? On aurait pu peut-être entendre le chef de l'État sur beaucoup d'autres sujets qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Oui, sur cet aspect, bien sûr, j'ai écouté le discours du chef de l'État, du fond en comble. J'ai aimé sa franchise. Il a parlé sur le plan d'éducation, sur la gouvernance locale, la femme, voilà les instruments du vrai développement. Mais lorsque vous allez au fond du discours, il y a des aspects que le chef de l'État a abandonnés. Le social, le hautement social, à quelle place au niveau la promesse du chef de l'État, le hautement social n'est pas dans le discours. C'est tout comme le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe au sein de la population souffre. Moi, j'attendais un discours, le chef de l'État dira, voilà, j'ai parlé du social, sur cet aspect, à partir de telle date, nous devons. Mais il n'y a pas tout ça. Oui, les grandes orientations. Pour vraiment faire le hautement social. Voilà, il n'y a pas le hautement social dans son discours. Au niveau il a parlé du terrorisme, lorsqu'on parle du terrorisme aussi, il y a l'insécurité. Oui, l'insécurité, terre à terre, là, le chef de l'État n'en a pas trop parlé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que... Oui, il a abordé le terrorisme, même dont nous sommes en train de parler, il a abordé ça simplement, il n'a pas mis l'accent sur ces points-là, comme au niveau de l'éducation, au niveau de, comment on appelle? C'est vrai qu'en matière de sécurité... De l'éducation, le chef d'État n'a pas parlé aussi de la santé. La santé, parce qu'il faut qu'on soit en vie pour manger, il faut qu'on soit en vie pour bénéficier de l'éducation, il faut qu'on soit en vie pour bénéficier de la gouvernance locale. Voilà des aspects que le chef de l'État a abandonnés dans son discours, n'a pas pu se prononcer. Donc, moi, j'étais resté, la crise politique aussi, d'où j'étais resté à ma soif. Sauf que qu'on dit un discours, on ne parle pas du social. Le social, à la base même, c'est ça. Il n'y a rien du social. Le hautement social, dont le discours du chef de l'État, le jour de son investiture, il avait parlé de ça. Tout le monde était content. Tout le monde attendait que dans son discours, qu'il dise à partir, comme il a dit, je vais gracier certains prisonniers là, on attendait que dans son discours, il puisse dire aussi, dans le domaine social, nous avons. Mais on n'a rien de tout ça là. Maintenant, on veut faire l'éducation de qui? On veut la gouvernance, c'est à qui? Je vois qu'à ce niveau-là, je suis resté à ma soif et je ne suis pas totalement comblé à ce niveau. Alors,
Boussari, Issaka est resté sur sa soif, hein, Oui. parce que c'est un sujet préoccupant. L'actualité n'a peut-être pas été évoquée par le chef d'État. Vous parlez de la crise politique. Pourquoi parler de la crise politique quand on sait que tout est déjà passé? Regardez, non, écoutez, est-ce qu'il y a même eu... Non, est-ce qu'on a retrouvé l'union au sein de la classe politique? Est-ce que c'est bon, d'accord, on a pu faire la paix? Mais le chef de l'État a tendu sa main. À l'occasion d'un moment vraiment symbolique pour la nation, hein, c'est quand même le 1er août. Voilà. Oui, c'est le 1er août. Mais l'unité nationale, le chef de l'État l'a dit dans son discours, il faut travailler pour qu'on soit plus unis. Je pense que c'est un discours à la hauteur des attentes du peuple béninois. Moi, je vais être honnête envers vous, j'ai été comblé parce que déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle politique. Politique, c'est déjà passé. Et lorsque vous parlez de la cohésion au sein de la classe politique, le chef de l'État a tendu sa main. Vous voyez par exemple, lors de sa tournée de reddition de comptes, il a dit à Parakou, à l'étape de Parakou, qu'il tendait sa main à son prédécesseur, Boniaï. Regardez même, il n'y a pas longtemps, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que le médiateur de la République est parti à Chaourou. Tendre encore. Parti encore à Chaourou pour tendre encore pour dire que est-ce que la main tendue là est suivie de véritables actions? Oui, pourquoi? Parce qu'on aurait pu peut-être assister à ce grand rendez-vous entre Alassane Ouattara et les autres. L'autre invite l'autre carrément de façon formelle officielle. Oui, attendez, non, écoutez, attendez. Le grand rendez-vous a été fait et a été esquivé. Le grand rendez-vous. Mais moi, je n'ai pas oublié. Mais vous, est-ce que vous avez oublié quand son président était venu ici, à bord d'un avion? Et le chef de l'État l'attendait au palais de la République. Vous avez oublié? Non, n'oubliez pas. Non, tous les Béninois ne sont pas amnésiques, permettez-moi le terme. Donc, et le chef de l'État l'a encore fait lors de sa reddition de comptes. Il n'y a pas longtemps, le médiateur de la République, le médiateur, écoutez, la même façon de dire, on va laisser je vais parler. La main tendue en Côte d'Ivoire, c'était pas médiateur, pas quoi que ce soit. Non, écoutez, c'est ça je vous dis. Avez-vous oublié quand son position était venu ici à bord d'un avion et que le chef de l'État l'attendait au président. Dans le cadre de la résolution. Non, est-ce que vous avez oublié? Vous n'avez pas oublié. Non, pas une invitation officielle. Vous avez oublié. Non, officielle comme on aurait eu avec Alassane Ouattara. Koné Yaïssé, vous avez oublié. Vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié. La main tendue reste toujours tendue. Vous voyez, 2 fois déjà. Donc, et maintenant, la classe politique. Vous parlez de la classe politique. On a un chef de file de l'opposition. Un chef de file de l'opposition qui dans son planning, il a même dit qui dit un discours contre l'opposition le jour de sa prise même de service. Il a dit quoi? Oui, lors de son discours de prise de service, les démocrates qu'il a attaqué premièrement. Il a dit quoi? Sans savoir. Il a dit quoi? Vous insistez sur les côtés de terrorisme, nous sommes en train de parler. Non, je vous en prie, je vous en prie. Non, je vous en prie. Au niveau Koné Yaïssé, le chef de file de l'opposition, il a dit, il a le devoir, et il a fait savoir, de rassembler ses pairs de l'opposition pour qu'ils puissent s'entendre. Et c'est lui qui porte la voix. Donc il faut s'entendre. Après donc ces élections un peu difficiles, non, écoutez, les violences qu'il y a eu et tout, attendez, les arrestations le chef de qu'il y a eu l'État, écoutez, le discours d'investiture passé, mais écoutez, en tout cas un premier discours à l'occasion du 1er août, on aurait pu écouter le chef de l'État sur quand même ce qui est proposé pour désamorcer la crise au sein de la politique. Vous me permettez de m'exprimer. On ne l'a pas eu. Vous me permettez de m'exprimer. On ne l'a pas eu. Les Béninois auraient quand même pu écouter le chef de l'État dans sa dynamique toujours de tendre la main. Même l'image, le chef de l'État est l'ancien. Et quelques opposants farouches. Écoutez, vous me permettez de m'exprimer. Oui. Vous avez écouté le discours du chef de l'État pour l'investiture? Oui. Oui. Il n'a pas parlé politique? Il a parlé de politique. Et il a dit quoi? Répondez à vous. Exactement. Et le chef de l'État a parlé politique dans ce discours. Et lorsque vous relisez ce discours, je pense qu'il a fait part de ce que tout ce qui s'est passé, c'est maintenant derrière nous. Allons maintenant construire le Bénin. Allons maintenant développer le Bénin. Et c'est de là même il a parlé du hautement social. Maintenant, on ne peut pas être en train, on ne peut pas être en train d'avancer. Boussari. Je ne vous comprends pas.
Écoutez, moi, je suis un peu... la situation écoutez, on ne peut pas... Demain, en outre, la situation on ne peut pas... a évolué. Oui. Et des procès sont toujours en cours. Il y a certainement des gens qui sont dans des positions, qu'on ne veut ou pas, quelque peu difficiles. Le procès... Alors, on aurait pu quand même avoir donc, un chef d'État plus rassurant dans la résolution de la tension politique, de la crise politique. On aurait pu quand même voir, écouter le chef d'État sur ça. Ça rassure davantage le peuple. Oui, ça rassure. Parce que l'occasion est bien trouvée. On parle donc de la fête de l'indépendance. Exactement, la fête de l'indépendance, vous l'avez dit, la fête de l'indépendance. Et je vous ai dit, vous avez suivi le discours du chef de l'État lors de l'investiture. Il a dit que ça, là, c'est déjà derrière nous. Et il faut maintenant développer le pays. Mais après ça, il y a les arrestations. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Vous savez, le chef d'État on reconnaît qu'il n'est pas forcément obligé de le faire. Mais quand ça devient préoccupant dans la nation, vous ne me laissez pas le temps de m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Vous vous exprimez. Vous posez des questions, je réponds, mais j'ai comme impression que vous êtes aussi en train de m'attaquer. Mais écoutez, mon confrère Issaka Kouchouni, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de répondre. Je vous ai dit, vous l'avez écouté lors de son discours d'investiture. Il a dit on ne fait pas que tout ça c'est derrière nous maintenant. Allons développer le Bénin, allons construire notre pays. Vous l'avez, mais on évolue dans la nation. On évolue dans la nation et... On évolue en laissant les frustrations, les non, tensions. ce n'est pas les frustrations. Est-ce que vous avez vu le médiateur vous avez vu le médiateur de la République à Chaourou? Écoutez, moi je pense... Bon, c'est mon opinion. Moi je pense que... Oui, c'est mon opinion. Moi je pense que politique, c'est derrière nous. Et vous avez même parlé des procès. La justice est indépendante. Et la justice est en train de faire son travail. Si quelqu'un est coupable, il va répondre de ses actes. Si quelqu'un n'est pas coupable, il sera relâché simplement, purement et simplement. Donc, je pense que le chef de l'État, ce que moi je retiens quand même du discours du chef de l'État, il y a l'éducation dont il a fait part. L'éducation dont nous avons dit que le gouvernement a déjà commencé à mettre sur pied les bases, les véritables bases. Vous savez que des gens étaient envoyés déjà pour la formation. Le chef de l'État veut recentrer l'éducation sur les métiers pour permettre aux gens, à la sortie, à la fin de leur formation, de pouvoir trouver quelque chose à faire. Il a parlé de la santé, la sécurité, il a parlé de la femme. La santé, de la femme. J'en ai pas parlé de la santé. La Covid, non, santé, je parle de Covid-19. Covid-19, c'est quand même santé. La dépendance, non, mais il a relevé la dépendance. Oui, Covid-19. Dans ce système-là, oui, tout en exactement. montrant que nous ne sommes pas, voilà. Oui, exactement. Très bien. Il a parlé aussi de la gouvernance locale. Donc, moi, je pense pour ma part, qu'il y a une évolution dans la prise de parole. Il y a une évolution dans les discours. Donc, on comprend, il y a une évolution. Le chef de l'État a son calendrier et à ses priorités. D'accord? C'est bien cela. Exactement. Mais il faut tenir compte aussi, dans ces priorités ne vont pas s'établir sans l'attente du peuple. Oui, je n'ai pas fini. Sans l'attente du peuple. Parce que tout ce qui s'est fait pour le peuple, les priorités sont définies c'est pour le peuple, en réalité. Oui. Voilà. Donc, je voudrais qu'on ne perde pas cela de vue aussi. On revient à vous, on va laisser... Je l'ai déjà dit. À suivre le discours du chef de l'État, je pense que c'est un bon discours. Je l'ai dit, c'est un bon discours qui remplit toutes les conditions. Je l'ai dit, parce que c'est quelqu'un qui veut un réel développement, doit parler de l'éducation, qui doit être fondée sur une bonne base, et non former les gens à aller s'asseoir à la maison. Il doit parler de la bonne gouvernance, la gouvernance locale. Il a parlé de la gouvernance locale. Vous n'êtes pas sans savoir que dans plusieurs communes ou arrondissements, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc il faut régler tous ces comptes-là pour que ces milieux soient un peu assainis aussi et bien gouvernés. Il a parlé aussi de la femme. Vous ne pouvez pas vouloir un développement sans associer la femme. N'oubliez pas que la révision de la Constitution a pris une grande portion ici à cause de la femme. Mais le chef de l'État fait son discours au départ de l'Institut de la femme, je pense que c'est bien. Mais n'oubliez pas que lors de la première mandature, il avait dit la révision de la Constitution à cause de la femme. Mais on a vu les nominations. Nous avons aujourd'hui la promotion de la femme. Oui, la promotion de la femme. Voilà. Ne suit pas la vie. C'est ça, ils sont en train de dire. Le Sénat a souhaité, il y a quelques jours, par exemple, au niveau du Conseil électoral, a souhaité quand même avoir une femme. Voilà. Oui, Conseil électoral, une femme. Mais il n'y en a pas. Mais dans son discours, voilà, le chef d'État qui revient, qui fait de la promotion de la femme, alors que sa base même qui soutient, on sent visiblement que ces personnalités politiques autour du chef de l'État ne sont peut-être pas dans cette logique. Bon, peut-être il changera désormais le rythme. Bon, de toute façon... Écoutez, vous ne voyez pas... oui, le chef de l'État, déjà, en voulant que ce soit une femme
qui comble le vide au Conseil électoral, c'est déjà une volonté affichée. Mais la volonté c'est déjà une volonté affichée. Et l'autre côté, mais ces soutiens n'ont pas quand même ils n'ont pas accompagné. Vous savez, ça prouve également l'indépendance. Ça prouve également l'indépendance du parti qui a le choix de désigner qui il veut. Mais le chef de l'État aussi avait désigné les gens. Les chefs de l'État pouvaient désigner une femme, ou bien. Est-ce qu'il y a une loi qui lui interdisait de ne pas désigner une femme? Il pourrait désigner une femme. Là, il a désigné un homme. Là, il pourrait désigner une femme. Oui, ici à Kakoshoni, Marouf Boussari, on va poursuivre, on va évoluer. De toutes les façons, les avis sont relatifs par rapport donc au discours du chef de l'État ressenti par rapport à ce discours. Marouf Boussari, vous avez votre avis, on respecte votre avis. Issaka également. On va continuer maintenant. En tout cas, le porte-parole du gouvernement est sorti quelques jours après, donc pour décrypter un peu ce discours, apporter encore quelques précisions. Alors, mais avant d'entrer dans le fond donc de sa conférence de presse, on voit quand même Wilfried Ndoumbédi dans un style, dans sa démarche communicationnelle assez particulier. Pas beaucoup de bruit, mais le message passe. Exactement. Il faut quand même, vous savez, les actions ne sont mieux comprises que ceux pour qui elles sont faites en ont compris le but et la portée. Donc, lorsque vous faites une action et qu'il n'y a pas raison, vous voyez, divergence maintenant d'opinion, il faut des spécialistes, le porte-parole du gouvernement, par exemple, le porte-parole du gouvernement, pour venir expliciter ce qu'est véritablement cette action du gouvernement pour que les populations puissent avoir une meilleure idée, une idée commune, une idée sur laquelle nous n'allons pas tirailler, nous n'allons pas discuter. Donc je pense que c'est une bonne démarche. Parler pour expliquer ce que fait le gouvernement. Parler pour dire que les routes que le gouvernement fait là, c'est pour le développement. Parler pour dire que les routes que le gouvernement fait là, c'est pour le bien-être de tout un chacun de nous. Parce que certains disent, on ne mange pas la route, mais c'est faux. Parce que vous savez quoi? Ils vont dire, c'est l'argent ils veulent dépenser. Lorsque par exemple pour faire une distance de 2 km où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas l'asphaltage, vous prenez peut-être 2 heures pour faire cette distance de 2 km. Et maintenant, avec la route, vous prenez 10 minutes, 15 minutes. Même si c'est taxi vous devez prendre, ou bien un zémidian que vous devez prendre, comme on l'appelle chez nous, je pense que le prix va diminuer. Donc, ça vous permet de gagner. Parlez pour dire que les réformes qui se font dans le secteur de la santé, les réformes qui se font dans tous les domaines d'activité, parlez pour donner ce que le gouvernement, ce que le chef de l'État veut dire par la bonne gouvernance et dire et parler pour exprimer tout ce qui se fait dans le pays. Beaucoup de choses, des avancées dans le pays, notamment dans tous les secteurs d'activité. Je pense que c'est bien. Ça permet à tout un chacun de nous de comprendre, de mieux comprendre. Et c'est ça qui se fait. Et le porte-parole du gouvernement le fait aisément. On le voit même. Vous allez le voir, même sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux, on le voit. Même sur les réseaux sociaux, lorsque vous lui posez une question sur Twitter, Facebook, il vous répond. Beaucoup de questions d'actualité. Alors, il vous répond. C'est vrai que contrairement, mais il faut ça pour que nous puissions comprendre. Je ne dirais pas l'autre, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus... Oui, je vais dire, je pense que Wilfried Ndoumbédi est à la hauteur de la tâche qu'on lui a donnée. Parce que lorsque vous suivez un peu ses sorties, c'est des sorties pondérées. Il ne vient pas, même s'il veut dire un discours blessant, il sait le dire. Vous ne pouvez pas dire aux gens de faire ceci. Voilà, tous les mots. Vous ne pouvez pas dire aux gens, je donne un exemple, vous ne pouvez pas dire aux gens de quitter les voies et avec la violence encore. Il va avec méthode, avec tempérament et dit ouvertement pour dire voilà les avantages, voilà les inconvénients. Suivez un peu son discours lorsqu'il parlait je donne un exemple comme ça, de l'asphaltage. Il n'a pas mis l'accent avec arrogant pour dire vous devez quitter. Il a monté d'abord, voilà les avantages. Même si vous-même vous construisez, on fait ça de cette manière-là. Est-ce que c'est bon pour vous-même? C'est à vous-même de tirer la conclusion même de dire c'est pas bon ce que nous faisons. Au lieu qu'on vienne dire vous devez quitter, vous voulez faire du mal aux gens et vous criez encore. Non, c'est avec modération. Wilfried Ndoumbédi a pris toutes ces conditions-là. Et c'est ça le confrère Marouf Abiola a dit tout à l'heure. Lorsque vous lui posez des questions, il vous répond par Twitter, par Facebook, il est partout. Si vous avez une question, une préoccupation là, vous lui demandez, il vous répond.
Même je peux dire à 16 heures de repos, parce que les jours qu'il avait, il a fait une sortie, il a demandé aux jeunes, à la population, de poser toutes les questions. J'ai posé, je m'amusais, j'ai posé, mais il a donné la réponse. C'est comme ça, je pense qu'il a la hauteur de la tâche qu'on a. C'est ça aussi la valeur de la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'on voit que la jeunesse est mauvaise, la jeunesse est délinquante partout. Lui, là, il est en train de montrer comme ça la voie à nos aînés qui sont en haut là-bas pour dire non, la jeunesse aussi peut faire. Parce qu'on a vu des gens qui avaient géré ce poste-là et on a vu comment ils ont été, comment il agressait la population verbalement. Lui, ce n'est pas son cas. Il va modérément. Et je lui dis, c'est l'occasion de le dire, je lui dis chapeau. Je lui file à la hauteur de sa taille. Oui. Bon, maintenant, on revient maintenant sur la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Quelques points clés du discours du chef de l'État à l'occasion de la fête du 1er août ont été passés au peigne fin à l'occasion de cet exercice de questions-réponses auquel s'est prêté le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au sujet de la volonté du président Patrice Talon de décentraliser les communes, Wilfried Léandre Humbedji a apporté des explications en ces termes. Les 5 dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ses responsabilités, mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillés sur la problématique du développement et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. Certes, des efforts ont été faits. On sait qu'il y a eu des plans de développement communal, mais la pratique au quotidien et au fil des années laisse encore à désirer. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'engager une réforme ambitieuse au plan de la gestion surtout, pour ne pas dire de la gouvernance de nos communes, au plan des moyens dont elles peuvent disposer afin de leur permettre à terme de devenir plus efficaces, plus pertinentes dans l'action au profit des populations et donc, in fine, d'offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. L'autre préoccupation au menu des échanges était la libération des espaces publics en cours dans les communes d'Abomey-Calavi et Cotonou. Les confrères ont fustigé l'abus de certaines forces de l'ordre qui interdisent aux citoyens de stationner devant les boutiques pour faire des achats au motif que ce sont des instructions du chef de l'État. Voici ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement. C'est déjà arrivé il y a quelques années avec un autre corps où on leur a demandé de corriger certaines pratiques et après avoir causé des désagréments aux populations, quand les populations se rapprochent d'elles, elles leur disent « c'est le gouvernement qui a demandé ça, c'est le chef de l'État qui a demandé ça ». Bon, ça ne fait pas responsable de leur part, c'est pas bon. Après, que dit le code de la route quant au stationnement ou quant aux arrêts? Chacun peut aller revisiter son code et voir s'il est en règle avec le code, dire au policier, non, voilà ce qui est prévu dans le code, mais très respectueusement. Ou alors, le policier a une bonne raison, parce qu'il y a une opération en cours, comme vous dites, de demander de ne pas se stationner là. Pour autant, moi, je chercherai à saisir davantage de quoi il s'agit, et ce n'est que ça qui me permettrait peut-être de bien comprendre votre préoccupation et plus tard d'y apporter la meilleure réponse possible. En ce qui concerne les vacances des membres du gouvernement, le porte-parole a rassuré de ce que les dispositions sont prises pour assurer la gestion des dossiers urgents de l'État. Voilà, donc c'était donc le commandant de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Donc plusieurs sujets évoqués. Marouf Boussari, voilà, donc les vacances du gouvernement, voilà, donc le SGA, porte-parole, rassure, parce que les affaires courantes voilà, au sommet de l'État sont gérées. Oui, tranquillement. Exactement. Ce n'est pas parce que le gouvernement va en vacances ou parce que les ministres sont en repos que le pays cessera de fonctionner. Non, le pays tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense que tout est fait. C'est ça aussi l'administration. L'administration, lorsque quelqu'un n'est pas là, il y a quelqu'un pour suppléer. Donc, quelqu'un pour gérer en attendant. Même le chef de l'État peut voyager, peut sortir. Il y a par décret quelqu'un qui va le remplacer. Tout ça. Donc, je pense que tout est fait
pour que tout le monde puisse aller en congé, pour que tous les membres du gouvernement puissent aller en congé sans qu'il n'y ait d'impact négatif sur la gestion du pays. Je pense que c'est ça. C'est normal qu'ils aillent en congé. Vous savez, vous-même, vous allez en congé. C'est des êtres humains qui travaillent et en fonction également du travail qu'ils ont eu à abattre au cours de l'année. Il est de bon temps qu'ils aillent en congé, qu'ils puissent encore voir, sûrement pour voir la famille, pour préparer aussi la rentrée des enfants. Mais est-ce que tout le monde est obligé d'aller en congé, en vacances au même moment? Non, pas forcément. En fait, c'est ça, Maroufa a dit tout à l'heure. Lorsque vous travaillez pendant un long moment, il faut aller en congé. Parce que c'est des gens qui travaillent et ils ont besoin aussi de se reposer. C'est l'énergie qu'ils utilisent. Regardez la campagne électorale. Regardez après l'élection, l'investiture du chef de l'État. Il y a tout ça là où ils sont présents. Il y a même certains ministres qui sont en tournée actuellement. Je ne sais pas s'ils ont suspendu ça. Je pense que c'est normal qu'ils aillent en congé. Beaucoup se demandaient, j'ai suivi des gens qui se demandaient, comme le gouvernement va en congé, quelle sera la situation de la population. Et c'est ça, moi-même j'avais cette inquiétude bien sûr. C'est ça où le Lianda a répondu que le fait que le gouvernement aille en congé n'est pas synonyme d'arrêt des fonctions au niveau des administrations. D'où c'est heureux qu'ils puissent faire une déclaration officielle pour rassurer la population que le gouvernement est en congé, mais l'administration continue toujours. Et il a dit également, et les confrères, lorsque vous voyez un peu de fonctionnement, les activités menées, tout cela, ils ont besoin de congés. D'où c'est clair et net que Wilfried Oungbédi a bien fait d'éclaircir la population sur cette situation-là. Parce que beaucoup se demandent, j'ai mon dossier à tel niveau, comme le gouvernement est en congé, est-ce que, pourvu que ceux qui vont les remplacer, parce que l'administration continue, oui, ceux qui vont les remplacer puissent jouer pleinement ce rôle-là. Il a dit la reprise est pour le 23. La reprise, ils vont reprendre le 23 août. Et il n'y aura pas conseil des ministres, il faut un peu leur donner le temps pour vérifier les dossiers qui étaient déjà sur les tables avant d'aller. Je pense que c'est aussi normal. Il a dit, le conseil des ministres c'est pour le 1er normalement, le 1er septembre. Il n'y aura pas le conseil des ministres. Bien sûr, il a bien fait de déclarer la population sur cette situation-là. Beaucoup se disent que c'est un arrêt officiel. Oui, planifié, voilà. C'est la rigueur dans la gestion, la gouvernance. Tout à fait. Oui, parce que tout est fait pour que chacun puisse jouir de ses congés, chacun puisse aller en vacances. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un là pour remplacer, pour pouvoir jouer le même rôle, afin que l'administration ne cesse pas. Et d'ailleurs, l'administration ne peut pas cesser de fonctionner. Merci Marouf Boussari. C'est moi qui vous remercie. Journaliste, merci également à vous. Issaka, oui, vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Bon, bien, je voudrais revenir sur l'affaire de, comment on appelle, de libération. La libération des voilà. Nous n'avons pas assez de temps, mais c'est une virgule. Je pense, bon, c'est pas grave, nous allons y revenir, parce que c'est un effort. Lorsque vous travaillez, on fait asfaltage, la voie bien bitumée, tout ça là propre, et on vient installer les pains, les condiments. Je pense que c'est pas bien. Ou à ce niveau aussi, il faut pouvoir le dire que le gouvernement a bien fait de pouvoir retirer cette... Et pendant ce temps, il faut que j'ajoute rapidement, pendant ce temps, vous voyez les marchés, et quand vous, la façade, quand vous voyez le marché, vous voyez que c'est plein, alors que lorsque vous rentrez dans ces villes, pourquoi ne pas intégrer, aller dans ces marchés, que de rester au bord de voir et salir. On réserve le sujet pour donc la semaine prochaine. Merci à vous, c'est ton frère Marouf Boussari, et puis Issaka Kochoni. Merci également à toute l'équipe de réalisation, Si Pouéou et toute son équipe. Merci à vous, chers téléspectateurs auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Bye bye.